Hotep Senuhena Senut Iti Ren I Shakandugu Kemet. Ce matin, une vidéo a été suggérée sur TikTok. Ça vient de ce compte d'utilisateur. Je ne connais pas cette personne, mais vous pouvez y aller si vous êtes intéressé. D'après la capture d'écran, c'était la dernière vidéo publiée. Et on va écouter ce qui est dit par Amouna. Parce que quand vous désignez l'Africain dans sa langue maternelle, justement, il ne se désigne jamais par la couleur de peau. L'Africain, dans sa langue maternelle, ne se désigne jamais par une couleur de peau. Non seulement il l'a dit, mais là, vous avez la capture d'écran de la page sur Amazon concernant son ouvrage intitulé Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Il l'a aussi écrit. Alors, la description nous dit: l'ouvrage raconte l'histoire des concepts noirs, nègres, blancs, représentant leurs contours et leur réelle signification. Nous présentons également les origines de l'esclavage, du racisme, de l'exclusion sociale en Eurasie. Décrivons les mécanismes du système esclavagiste et despotique dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui et du fait du nomadisme eurasiatique, et démontrons que les Kamites n'ont jamais été des Noirs, et ne le seront jamais d'ailleurs, et que le mot Kamite ne signifie pas noir. Je ne l'ai pas inventé, c'est ce qu'il a déclaré à l'écrit. Sur le site de l'UNESCO, vous avez l'histoire générale de l'Afrique. Donc, dans le volume 2, c'est disponible, c'est gratuit. Vous allez sur un moteur de recherche. Donc, volume 2, à la page 40, parce qu'ici la page précédente c'est 39, vous avez le premier chapitre intitulé Origine des anciens Égyptiens. Et l'auteur, c'est le docteur Cheikh Anta Diop. À la page 62, puisqu'on voit ici la page précédente, 61, le docteur Cheikh Anta Diop a écrit: dans la langue égyptienne, on forme un collectif à partir d'un adjectif ou d'un substantif en les mettant au féminin singulier. Kemet a été formé de la sorte, à partir de l'adjectif kem, noir. Il signifie donc rigoureusement les nègres, et pour le moins les noirs. Le terme est un collectif qui désigne ainsi tout le peuple de l'Égypte pharaonique en tant que peuple noir. En d'autres termes, sur le plan purement grammatical, si l'on veut désigner les nègres dans la langue pharaonique, on ne peut pas user d'un autre mot que celui-là même que les Égyptiens utilisaient pour se désigner. Pour se désigner. Il y a mieux. La langue nous offre un autre terme. Kemetiyu est égal les nègres, les noirs, littéralement. Les Égyptiens par rapport aux autres peuples étrangers. Voilà. Vous pouvez donc comparer la déclaration orale, verbale de Hamouna, et aussi ce qu'il a stipulé ou déclaré à l'écrit pour son livre intitulé Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Il a le droit d'être en désaccord avec le docteur Cheikh Anta Diop. J'ai déjà partagé publiquement un désaccord avec le docteur Cheikh Anta Diop. Il s'agit de Lagash. Alors, je ne sais plus si c'était le roi Lagash ou le prince de Lagash, mais en tout cas, j'ai déjà filmé le monument qui se trouve au musée du Louvre. Et pour faire bref, les personnes de cette contrée à cette période n'étaient pas mélanodermes. Ce n'étaient pas des noirs. D'ailleurs, les sémites, à partir de 2000 avant l'ère chrétienne ou 2000 avant Jésus-Christ, 2000 avant JC, n'étaient pas des noirs. Que ce soit les Cananéens ou bien que ce soit des Arabes. Et d'ailleurs, on a des représentations d'Asiatiques de différentes régions à Kemet. Donc voilà. Mais il y a des gens qui aiment faire l'acrobatie linguistique, libre à eux. Alors maintenant, on va écouter un extrait de cette vidéo intitulée Peter G. Brown, professeur d'égyptologie, a dit en 2024 la même chose que Cheikh Anta Diop en 1974, dont 50 ans après, le docteur Diop a été confirmé par un professeur en égyptologie. Vous verrez que j'ai publié cette vidéo il y a un an et c'est mon compte YouTube, Mahat Forever.
Donc, écoutons. Reading from, left to right. Those first three signs represent the group Kemet. And it comes from the word Kem, which means black. So Kemet means literally that which is black. And generally speaking, this word classically refers to Egypt as being the black land. And then the three signs you have, the seated man, the seated woman, and those three strokes that look like the number one. Those three strokes together is sort of the designation for plural. So the man and women and the three strokes would be like meaning generically people. So if you read this, this would look like a writing for the black people. Okay. Or those who are black, referring to a group of people. And if you wanted to write a word that meant those who are black, referring to people, this is how you would write it. Voilà, donc, juste un instant. Vous avez donc entendu ce professeur en égyptologie. Donc là, c'est le texte en anglais. Là, c'est ma traduction. Donc, il s'est exprimé concernant les médounetières ou les hiéroglyphes qu'on voit à l'écran ici. Et il a déclaré, ça vient du mot kem qui signifie noir. Donc, kemet veut littéralement dire ce qui est noir. Et plus loin, il a dit, donc si vous lisez cela, ça ressemble à l'écriture pour les personnes noires. Ou vous savez, ceux qui sont noirs, se référant à un groupe de gens. Donc si vous vouliez écrire un mot qui veut dire ceux qui sont noirs, en référence à des gens, c'est la façon dont vous l'écririez. Sur le site de l'université de Memphis, vous avez ce professeur, donc c'est pas une invention. Je n'ai pas l'accent allemand, mais dans le Wörterbuch, vous avez Kemetiu ici, à la page 128. Vous avez le collectif aussi pour Kemet. Vous pourrez lire ça, j'ai pas l'accent allemand, comme je disais. Donc, dans le livre de Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, à la page 286, vous avez le collectif à nouveau, donc traduction en anglais égyptien, et la référence papyrus K 3,5.5. Ok. Donc voici la référence précitée de Petri Papyri, Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, principally of the Middle Kingdom. L'auteur c'est Francis Llewellyn Griffith. Donc vous avez l'hymne de, alors là il y a écrit Usertesen, mais bon. Plate 3. Donc comme dit le titre, c'est en hiératique. Là nous avons la transcription hiéroglyphique. Vous avez les références. Et voici l'origine du texte qui a été commenté par le professeur en égyptologie. Ok. Donc en fait, il s'agit de Sésosis 3 en fait. Ok. L'hymne de Sésosis 3. Il y a un docteur qui s'appelle James P. Allen et dans son livre Middle Egyptian, à la page 5, il vous parle de Henenit Kem et il a écrit ici Henenit the Black. Donc là, nous avons Henenit et là, nous avons Kem. Donc c'est très simple, Henenit the Black en français, Henenit le noir. Maintenant, je vais vous laisser écouter cet extrait jusqu'à ce qu'il parle de la Ma'at. Parce que j'ai quelques commentaires. Parce que quand vous désignez l'Africain dans sa langue maternelle, justement, il ne se désigne jamais par la couleur de peau et il ne désigne pas l'autre par la couleur de peau. Je vous donne un exemple simple. Dans ma langue en Kikongo, pour désigner l'Européen, on l'appelle Mundele. Mais la couleur blanche, c'est pas Mundele, et la couleur blanche, c'est Pembe. Donc là, on a un exemple et vous pouvez essayer dans plusieurs langues. En Ewe, par exemple, pour désigner l'Européen, on dit Yovo ou Yevu.
C'est pas la couleur blanche. C'est pareil dans la langue Betsi, la couleur blanche, c'est Mfumu, ce qui est blanc. Voilà. Et le blanc, l'individu, c'est une tarane. Dont beaucoup de gens ignorent la signification profonde, mais la signification est quelque peu, c'est une digression. Hein. Elle est très intéressante parce que il semble que ça renvoie à une sorte de termite qui s'installe discrètement et puis ensuite vous ne retrouvez pas votre champ. Bref, comme ça. Donc pour revenir au terme de voilà, donc quand l'Africain pense dans sa langue et à partir de sa culture, il ne définit pas l'autre ou soi-même à partir d'une couleur de peau. Donc le terme noir entrera en Afrique à partir de l'esclavage. Donc les Africains qui vont être déportés vont être introduits dans la caste des Européens appelés noirs, donc des Européens esclaves. Le Muntu, c'est celui qui pratique l'Ubuntu. L'Ubuntu, en fait, on peut définir ça rapidement comme étant le vivre ensemble. C'est le respect mutuel, le respect de l'autre. Je ne fais pas à l'autre justement ce que je m'interdis qu'on me fasse. C'est ça, en fait, ce qui traduit la notion d'Ubuntu. C'est l'être humain qui reconnaît l'autre en tant que son semblable. C'est une éthique. Effectivement, c'est une éthique. Donc ça s'exclut par définition l'esclavage en Afrique, par exemple. Et ces notions, vous les interrogez, oui. Vous les, comment dirais-je, vous les récusez, comme on pourrait dire en droit, vous les récusez, ce qui peut se comprendre, parce que c'est un imaginaire qui a été construit par d'autres. Effectivement. Nous sommes bien d'accord. À partir de quel moment les termes africains, nègres, esclaves sont utilisés en Afrique? Et je vous pose une deuxième question pour vous laisser le temps de poser votre réflexion. Oui. Et comment les Africains s'imaginaient et s'appelaient eux-mêmes? Je pose les deux questions ensemble pour qu'on sente le moment de la césure. Prenez votre temps, allez-y. Alors déjà, je vais commencer par la première question. Donc, d'où viennent le mot nègre, noir? C'est la même chose en fait. Je crois qu'il faut remonter déjà à la signification réelle de ces mots, parce que là, on parle en langue française. Et on va se rendre compte que quand on fait des recherches, quand on questionne justement, parce que le rôle de l'historien, c'est comme celui du psychiatre ou du psychologue. Quand le patient est malade, il vient voir le médecin, le psychologue ou le psychiatre, et le psychiatre lui pose des questions et cherche à savoir d'où remonte son mal. Donc nous, c'est ce travail que nous avons essayé de faire avec le mot noir et nègre. Donc en anglais, ça donne black ou niger. Donc c'est les mêmes choses. Il y a des variantes dans des langues arabes, etc., etc. Donc, que signifie le mot noir? Le mot noir a deux sens. Premièrement, il désigne une classe sociale des personnes asservies. À quel moment? En Eurasie. Parce qu'il faut savoir que le mot noir prend sa naissance, sa racine en Eurasie. Donc l'Eurasie, c'est l'Asiatique, les pays asiatiques, l'Europe, tout ce que l'on appelle le monde indo-européen. Donc le concept de noir tel qu'on l'entend aujourd'hui... On est à quelle période là? Où Dès les départs. Dès les départs, donc c'est pourquoi il faut expliquer avec pédagogie justement. Le système social, enfin ce qu'on appelle le mode de production, l'organisation sociale des pays eurasiatiques est fondamentalement basée sur un système esclavagiste. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories sociales principalement dans la société. Il y a la première catégorie des nobles. Ça, c'est le petit nombre de la population, donc ce qu'on appelle aujourd'hui par exemple l'élite, et qui impose son point de vue au reste de la population. Donc le reste de la population, le bas peuple comme on dit aujourd'hui, c'est ceux-là qu'on qualifie de noirs. Non, noirs, pourquoi noirs? Parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas l'aisance des nobles, et les nobles, c'est ceux qu'on appelle les blancs justement. Ils sont appelés blancs parce qu'ils sont cultivés, ils sont riches, et ils ont tout le faste qui va avec. Et entre le blanc et le noir intervient une troisième couleur, c'est le rouge. Le rouge, c'est en fait la classe sociale, ou on peut dire caste, des guerriers, de ceux qui vont à la guerre pour le compte des blancs. Et en cas de révolte, par exemple, du bas peuple, ce sont les rouges, donc les guerriers et les soldats qui vont mater le peuple. Et c'est pourquoi vous verrez d'ailleurs que la couverture de l'ouvrage, vous avez le blanc, le rouge et le noir. Donc ça illustre ces trois classes sociales. Donc le noir signifie, désigne en fait, c'est la couleur qui désigne en fait cette classe sociale des pauvres, du bas peuple, des personnes asservies. Sans vouloir vous interrompre, mais juste pour une précision. Est-ce qu'il y a un exemple précis d'une civilisation, d'un empire, d'un royaume que vous pouvez mettre en exergue pour illustrer cela? C'était pratiqué ainsi dans quel royaume, dans quel empire par exemple? D'accord, on va en venir. Donc je clarifie d'abord le concept et je vais donner des exemples plus tard. Donc il y a ce concept, déjà il faut se mettre en tête que le mot noir signifie esclave.
Donc c'est le bas peuple en fait qui a été martyrisé par la population. Il faut savoir qu'en Eurasie, en Grèce par exemple, on était soit homme libre, soit esclave. Moi je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas ces termes. Eurasie, expliquez-lui ce que c'est. L'Eurasie, c'est la population aujourd'hui qu'on appelle blanche ou jaune. Donc l'Asie... Et qui il y a plusieurs milliers d'années, s'étendait pas seulement en Europe, mais partait de l'Asie. De l'Asie, voilà. L'Asie actuelle. Donc c'est toute l'Asie, de l'Asie actuelle, justement. On va voir le cas de la Chine, par exemple. Il y a l'Asie, il y a les Sémites. Les Sémites sont composés par les Juifs et les Arabes, donc les Hébreux. Et il y a les Européens, et les Afro-Européens, descendants comme les Américains, etc., etc. Donc c'est cela qu'on appelle indo-européens, donc il y a les Iraniens, les Irakiens, etc. Donc c'est cela qu'on catalogue dans le concept d'Eurasie. D'accord, indo-européen. Voilà. Donc, on a ces trois classes sociales dans la société eurasiatique. Donc l'organisation sociale est ainsi déterminée. Donc il y a les Noirs qui représentent la majorité de la population, le bas peuple. Ensuite, il y a les guerriers qui sont symbolisés par la couleur rouge. Et enfin, il y a les Blancs qui symbolisent la noblesse, les prêtres et autres. C'est ceux-là qui dirigeaient vraiment la société. Donc, on voit ici déjà, d'entrée de jeu, que le concept de blanc ou de noir ne désigne pas la couleur de peau d'une population donnée, mais ça désigne plutôt des concepts qualifiant des classes sociales et des castes. Tout le peuple eurasiatique pratique l'esclavage. Et ailleurs que là, en Afrique, où il y a une civilisation plus ancienne, puisque la vie vient de là. Il n'y a aucune trace de la pratique d'esclavage. Il n'y a aucun texte constitutionnel ou cosmogonique, comme on va le voir chez les eurasiatiques, qui mentionne la présence de l'esclavage. Au contraire, quand on lit par exemple Nelson Mandela, dans son ouvrage L'Apartheid, il nous fait comprendre que avant l'arrivée des Afrikaners, donc des Européens en Afrique du Sud, il n'y avait ni riches ni pauvres, il n'y avait pas de classe sociale. Donc on était tous égaux. Est-ce que c'est pas un monde idéalisé que vous tracez là, parce que les différences entre les individus sont naturelles. Il y a des gens qui seront chefs de village, d'autres qui seront juste paysans ou bergers, et donc il y aura une différence sociale, socio-économique. La différence intervient au niveau de l'organigramme de la société, parce qu'il faut toujours des gens pour diriger une société. D'autres vont faire ceci, d'autres vont faire cela. Vous parlez d'égalité dans l'essence même, il n'y a pas dans la liberté, dans les droits fondamentaux de l'individu. Il n'y a pas un système d'oppression et de domination, d'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que quand on voit par exemple les chefs de village en Afrique aujourd'hui, leur rôle c'est justement d'instaurer ce qu'on appelle la ma'at, donc la justice. Enfin, à l'époque, aujourd'hui c'est... Voilà, donc le rôle, je paraphrase, d'un chef de village, c'est d'appliquer la ma'at, ok? Donc c'est important parce qu'on va voir en fait si certaines personnes qui se prétendent kémites en fait ont pratiqué ou appliqué ou fait appliquer la ma'at. Mais j'ai quelques petits commentaires. Alors, juste un instant, je veux le pointeur. Voilà. Alors, vous pouvez donc comparer sa déclaration avec ce que Diop a dit. Je tiens à préciser que noir, ce n'est pas une caste. Noir, c'est une couleur. Et beaucoup de gens ne savent pas que énormément de freestyle qui sont propagés par des kémites ou panafricains francophones, ou même s'ils ne sont pas kémites ou panafricains, mais ça peut être d'autres obédiences, en fait viennent d'Amérique, viennent des États-Unis. Comme le pseudo-professeur qui vous montre un portrait, entre guillemets, du prophète Mohammed, un portrait sans source, ça vient des États-Unis. D'ailleurs, une organisation dont le leader a été emprisonné pour avoir violé des enfants. Ouais, mais ça ne dérange pas les panafricains. Alors, d'ailleurs, parlons du V, on va en parler plus tard, parce qu'il y a aussi Kwanzaa, la fête du V, ça ne dérange pas non plus. Hein, mais bon, et non seulement la personne qui a torturé des femmes noires et qui a plagié une fête abrahamique, c'est une escroquerie, hein, ça n'a jamais été une fête africaine, mais bon, c'est pas grave, chacun son truc. Alors, il y a une argumentation qui a été donnée par Amouna, et c'est très similaire à des gens qui sont surnommés Riparianites. Vous voyez, je ne vais pas vraiment leur faire de la pub, mais je tiens à dire simplement qu'il y a un docteur en linguistique
donc quelqu'un qui a obtenu un doctorat, qui vient justement d'Amérique, hein, qui vient des États-Unis, mais qui depuis des années vit sur le continent. Il est professeur à l'université d'Accra, donc au Ghana, et parlant de ces Riparianites, avec une argumentation similaire concernant les anciens Égyptiens, et parlant de casse, etc., parce que l'un d'entre eux a dit qu'il ne désignerait pas les habitants de Kemet par noir, parce qu'en gros ce serait une régression, etc. etc. Tout ça c'est documenté sur ma chaîne YouTube, hein, Mahat Forever. Donc ce docteur en linguistique, docteur Obadele Kambon, il a qualifié ces individus, les Riparianites, en gros, il a dit que même donc pseudo en anglais, ce serait même trop haut, ce serait même trop grand comme terme pour qualifier ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, beaucoup de gens aux États-Unis sont membres de la Morris Science Temple of America. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo qui s'appelle Franc-maçon panafricaniste, parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais il y a pas mal de courants, hein, de mouvements, comme la Nation d'Islam et la Morris Science Temple of America, qui descendent en fait de la franc-maçonnerie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez des gens qui se désignent comme Moor, M-O-O-R, et ils n'utilisent pas le mot noir pour leur personne. Ils vont utiliser tous les termes au monde sauf le mot noir. Certains d'entre eux disent race is a social construct, pour ceux qui connaissent l'anglais. Alors, Amouna a dit, le terme noir arrive en Afrique à partir de l'esclavage. Il a dit le mot noir désigne une classe sociale et il a dit le mot noir signifie esclavage. Alors, précision, le mot noir, bon, bien sûr, hein, c'est la traduction en français, hein, black en anglais, mais en Medunetier, ça existait, c'était Kem, et à cette époque-là, l'anglais n'existait pas, le français n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, il y a un autre ouvrage de Amouna intitulé Excision aux sources d'une longue tradition et coutume eurasiatique. Alors, je tiens à dire avant de lire la description, certains d'entre vous sont nés sur le continent africain, d'autres y sont allés en vacances ou une certaine période. C'est peut-être pas le cas pour certains d'entre vous. Vous avez probablement de la famille ou bien des connaissances, si ce n'est des amis, qui soit y sont nés, soit y ont de la famille ou des connaissances. N'hésitez pas à demander. Il y a des villages en Afrique où les habitants ont à peine, si ce n'est jamais vu, d'Eurasiatiques ou de locodermes ou de personnes blanches, et ils pratiquent l'excision. Ils pratiquent l'excision et ça n'a pas été introduit par les Eurasiatiques ou locodermes ou blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je crois qu'il y a des gens qui veulent réécrire l'histoire, libre à eux. Bref, l'excision est-elle une réalité culturelle africaine? Absolument pas. Or, la fameuse communauté internationale ainsi que ses diverses institutions ont réussi à inscrire dans l'imaginaire collectif, surtout dans celui des Africains eux-mêmes, la fausse idée selon laquelle les mutilations génitales féminines feraient partie de la tradition africaine alors qu'il n'en est absolument rien. Notre ouvrage démontre de façon remarquable l'origine, le berceau eurasiatique de l'excision sous toutes ses formes possibles et son introduction en Afrique par les Eurasiatiques, les Juifs, les Arabes, les Européens, les Asiatiques. C'est dans cette mesure que le premier chapitre du dit manuel s'attarde à exposer les origines et les sources sémites et indo-européennes des mutilations génitales féminines qui sont une réalité pratique, culturelle et rituelle eurasiatique. Aussi, il est pris le soin de montrer comment les Eurasiatiques, durant les différentes déportations des Africains et occupations de l'Afrique, ont imposé l'excision sous toutes ses formes aux Africains, contaminant de ce fait certaines de leurs cultures. Le second chapitre explique pourquoi les Eurasiatiques excisent, mutilent leurs femmes. Celles-ci étaient ni plus ni moins considérées comme des animaux, des êtres inférieurs à l'homme, sexe masculin, dans la croyance populaire. Dans le troisième et dernier chapitre, l'auteur démontre l'inexistence des mutilations génitales féminines dans la tradition africaine des origines à nos jours, joignant à son argumentation diverses preuves scientifiques, historiques et culturelles. Biographie de l'auteur. Amouna Agwonimba, architecte de l'UMC
Messout. L'auteur est membre de Keperu na Kemeta, qui est le centre de conception du devoir de Kemeta et l'observatoire des armes de domination mentale. Donc, conception du devenir de Kemeta. Uhem Messout. À plusieurs reprises, je vous ai dit que Uhem Messout était au courant d'une escroquerie. Ça date d'une décennie. Il y a un dénommé Foulélé. Je ne montre pas toute la conversation. Mais là, je lui dis « Merci pour ta réponse. J'aimerais cependant avoir ton avis. Bien que tu n'en aies rien à F en ce qui te concerne, Mohamed était-il noir ou pas? Quant à Gomez, étant donné que tu es au courant qu'il a escroqué de l'argent à maintes reprises, comment se fait-il que Uhem Messout fait la promotion d'un escroc? » La réponse de Foulélé: c'est le contenu et non la personne qui nous importe. J'ai côtoyé des panafricains, pas seulement des panafricains lambda qui mènent une vie normale et sur les réseaux sociaux deviennent des grands combattants de la lutte, mais des gens qui étaient non seulement membres d'organisations, d'associations panafricaines, mais qui étaient aussi des cadres, des dirigeants d'organisations et d'associations panafricaines. Beaucoup d'entre eux étaient au courant pour l'escroquerie de cet individu. Et une de leurs phrases fétiches, c'était, et aujourd'hui c'est toujours le cas, on ne juge pas l'homme, on juge l'œuvre. Donc en gros, si quelqu'un vêt des femmes, vêt des enfants, vole de l'argent, on ne juge pas l'homme, on juge l'œuvre. Chacun est libre d'avoir ses conceptions. Cependant, tu observeras que nous n'avons jamais produit un doc avec lui. Donc vous voyez, ils étaient au courant de l'escroquerie, mais ils n'ont pas fait de documentaire avec lui. Donc, apparemment, ça glisse. Nous partageons certaines productions faites par d'autres, mais nous n'avons jamais produit de documentaire avec lui. Personne n'est parfait en tant qu'individu. Donc, personne n'est parfait. Hein. Les gens peuvent escroquer pendant des années, mais personne n'est parfait. Ok, d'accord. En revanche, nous devons œuvrer pour que notre travail en groupe ou même individuel que nous partageons aux autres, conscientisation ou création de concepts, lui, le soit. Moi, je ne te jugerai que sur la base de ton travail et non ta vie privée. Donc apparemment, si quelqu'un escroque les gens de la communauté, ça relève de sa vie privée. Même si les personnes qui étaient escroquées, c'était dans le cadre de ce mouvement kémite, c'était dans le cadre de ce que certains appellent le kémitisme, c'était dans le cadre du panafricanisme, de mouvements panafricains, d'organisations panafricaines, de conférences panafricaines. C'est dans ce cadre-là que les gens étaient escroqués. C'était pas en privé, sans que les gens le sachent. Mais bon, les gens ont toujours des excuses, voilà, ils veulent se dédouaner d'une façon ou d'une autre, libre à eux. Sauf si toi tu mêles les deux, alors je n'aurai pas le choix. Donc UM Messout ne fait pas la promotion d'un escroc, nous partageons un travail fait par quelqu'un. Si le contenu fait partie d'une escroquerie, évidemment, nous n'en ferons pas la promotion, mais si l'escroquerie est en dehors de ce pourquoi nous faisons la promotion, alors cela ne nous regarde pas. Vous connaissez les inconnus? Cela ne nous regarde pas. Donc, soi-disant, c'est en dehors, mais une fois de plus, c'était dans le cadre de ces mouvements, de ces conférences que les gens étaient escroqués. Mais bref. Sauf si, évidemment, nous étions interpellés là-dessus, alors nous apporterons une réponse collective. Ouais, bon. Ne retenez pas votre respiration, comme disent les anglophones. Don't hold your breath. Ce que je dis là n'engage que ma personne et non le groupe UM Messout. Foulélé m'a quand même dit « Je salue ta détermination ». Ça mérite d'être souligné. Et pour info, j'ai demandé à Foulélé comment contacter Amouna. Et vous voyez, ça remonte, hein, 2014. Est-ce que Amouna Nguonimba a un compte Facebook? Visiblement, il fait partie de UM Messout et on m'a dit qu'il prétend que Kamita désigne l'Afrique. Je souhaite lui demander si c'est vrai qu'il le prétend et quelle est sa source. Merci. Et il m'a en effet donné le lien Facebook de Amouna. Alors, pour résumer, lui prétendait que Kamita désigne l'Afrique.
Il m'a fait un long texte quand je lui ai demandé les sources. Il m'a parlé de bois sacré, etc. C'est dans d'autres cultures, blablabla. Bon, il n'avait pas de source. Je lui ai dit, ok, merci. Donc, il n'y a pas de texte. Je paraphrase. Il n'y a pas de texte Kemet qui dit que Kamita a désigné l'Afrique. Ok, merci. Voilà. Et ben, aujourd'hui, des années après, c'est plus Kamita en fait qui est répandu comme soi-disant terme désignant l'Afrique, c'est Kama. Hein. Donc, c'est incorrect. Ça n'existe pas, je le répète, et c'est important parce que malheureusement, ça se propage sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun texte en médounetière, donc en hiéroglyphe, où Kama désigne l'Afrique. C'est une invention. Ok. Il y a 2 mois, j'ai publié cette capture d'écran. Cette capture d'écran remonte à plusieurs années. Hein. Et cet individu qui croyait que j'étais à l'étranger et qui a fait comme s'il me cherchait, quand je lui ai fait savoir que j'étais pas à l'étranger, qu'il suffit qu'il prenne rendez-vous, il a couru au commissariat, il a porté plainte contre moi et il a osé parler de ma famille avec des termes ambigus, mais il n'a toujours pas dit ce qu'il a surpris son père en train de faire et quel âge sa nièce avait. Il a été silencieux, c'est-à-dire il veut inventer des choses sur la famille des gens, mais lui, il n'a toujours pas dit ce qu'il a vu son père en train de faire et quel âge sa nièce avait. Bref, il a écrit, et c'est quelqu'un qui est connu hein, dans la communauté, hein, le panafricanisme à Paris aujourd'hui avec l'escroc Gomez. Attention à votre portefeuille. Cette personne ici a écrit LOL. Elle a trouvé ça drôle. Hein. Donc vous voyez le nombre de personnes qui étaient au courant. Hein. UM Messout, cet individu-là, cette demoiselle-là, ok. Jean Sobayo, il est juriste et sur son compte YouTube, il y a la vidéo et vous voyez, ça remonte à 3 ans. Escroquerie de grande ampleur. Couvi Gomez doit répondre. Sur mon site afrosali.com, sur le menu de navigation à gauche, vous avez le lien panafricanisme et vous verrez cela et je vais jouer la vidéo. Bakemra est un disciple de Jean-Charles Couvi Gomez. Et il le défend toujours en septembre 2004, sachant, comme beaucoup de cadres et militants panafricains, que depuis au moins 10 ans, il a escroqué beaucoup de frères et sœurs. Bakem était pendant une dizaine d'années un kémite, mais également un membre de l'organisation panafricaine Collectif aux Arts. Et on va écouter. Je n'invente rien. En fait, je me souviens, on était avec le frère Seti. Je sais pas si tu te souviens, c'était peut-être quand je me souviens très bien. Voilà, c'était peut-être quand tu étais passé chez moi à la maison ou peut-être on était à un événement. Et effectivement, ce professeur-là, il pratiquait de l'escroquerie. Tout à fait, tu as totalement raison. Il pratiquait de l'escroquerie sur beaucoup de frères et sœurs. D'accord. De la communauté kémite. Et tu veux dire, c'est qui ce professeur? Oui, tout à fait. C'est Jean-Charles Couvi Gomez. D'accord. Alors lui, c'est pas un Kemta? Lui, Jean-Charles Couvi Gomez, je dirais pas que c'est un Kemtar. Donc il a escroqué beaucoup de gens, comme tu viens de le dire, mais c'est pas un Kemtar, c'est un Kémite. Je vais placer quand même chez les Kémites. D'accord. Voilà, donc vous l'avez entendu, malgré qu'il a escroqué beaucoup de frères et sœurs, Bakem le considère comme un kémite. Tout comme Bakem a attaqué les kémites pendant des années, soi-disant par rapport à leurs propos concernant l'islam, parce qu'il est né dans une famille musulmane, c'était sa religion, jusqu'à ce qu'il devienne kémite pendant au moins 10 ans, peut-être le double. Et il a décidé de revenir dans l'islam, il a le droit. Mais ce qui est intéressant, c'est l'incohérence hein, de Bakem, tout comme de beaucoup de panafricains et de certains pseudo-kémites. Bakem a publiquement, sur son réseau social, fait la promotion d'un kémite brûleur de Coran. Donc, où est la logique? Cette vidéo, vous voyez, c'était il y a 10 mois, sur mon compte YouTube, Mahat Forever. Le titre, Couvi Gomez pratiquait de l'escroquerie sur beaucoup de frères et sœurs. Bakem l'a dit aujourd'hui. Et il y a 2 mois de cela, vous voyez, j'ai pas attendu de suggestions hein, pour parler de ça, il y a la vidéo intitulée Arnaque. Et là, vous voyez encore l'incohérence hein, des
kémites ou pseudo-kémites et des panafricains. Cette diffusion en direct, ce live, concernant l'escroquerie qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, ça a duré, en tout cas ma vidéo, c'est 6h41 minutes. Ce n'est que l'un des nombreux lives. Par contre, quelqu'un qui escroque beaucoup de frères et sœurs pendant des années, où sont les lives? Venant de ces gens qui, soi-disant, sont soucieux du bien-être de la communauté. Vous voyez non seulement leur incohérence, mais leur hypocrisie, parce que beaucoup sont des moutons et des groupies. En plus, au-delà du mensonge de ce monsieur Kouvi, avec le pseudo-portrait du prophète Mohammed pour lequel on n'a toujours pas de source, malgré l'escroquerie et les proches de cet individu, les disciples de cet individu, l'ont déclaré non seulement en privé mais aussi en public. Beaucoup de gens le qualifient de professeur et ne savent même pas quel diplôme il a obtenu, ni dans quelle institution. Vous voyez ? Il y a une discussion sur un forum, je pense avoir déjà partagé ça, où quelqu'un qui prétendait être lui a dit avoir défendu sa thèse. Donc en gros, les gens qui le qualifient de professeur ne savent même pas quel diplôme il a eu ni dans quelle université. Il y en a même un, il est très souvent sur TikTok. Alors, il défend la négrophobie, c'est-à-dire la nation de l'islam qui enseigne que les Africains vivent une vie de jungle. Ça ne le dérange pas, il fait des excuses. Si c'est Eric Zemmour qui disait ça, ce serait un problème. Mais comme c'est Farrakhan et la nation de l'islam, ça ne pose pas de problème. Il a osé dire, oui, mais en Afrique, quand les gens, je paraphrase, quand les gens ont des connaissances, on les appelle professeurs. C'est-à-dire, heureusement que le ridicule ne tue pas. Oui. Bref, il y a une demoiselle, enfin une dame, une doyenne, qui a parlé de ce fait, parce que quand je lui posais la question, elle ne savait pas, parce que j'ai simplement dit, il est professeur de quoi, je ne sais pas, il est professeur de quoi. Eh bien, elle m'a vu dans un chat et elle m'a invectivé et elle a dit, on s'en fout. Oui. Le diplôme, on s'en fout en fait. Donc c'est pas grave si quelqu'un même ment sur son cursus, sur son parcours académique, sur son parcours universitaire. Donc ça veut dire qu'en fait, demain, quelqu'un peut dire, ben moi je suis dentiste, moi je suis médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un peut dire, moi je suis cardiologue. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Là, c'est le V, parce qu'il y a Kwanzaa, la fête du V, j'ai épinglé la vidéo sur mon compte TikTok, et on a cet individu qui apparemment est un kémite, d'après beaucoup. Ben, on va écouter ce qu'il va dire. Et vous voyez la date, 2020. J'ai pas attendu, une suggestion. Donc, vous savez où trouver cette vidéo, une fois de plus. Le site, c'est afrosali.com. Le menu de navigation à gauche, panafricanisme. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer la page même. On écoute. Ah, attendez, volume. Un peu, là, je parle un peu de notre frère Gucci. C'est pareil. Vous l'avez attaqué parce que le frère, il fait ce qu'il peut. Apparemment, il l'aurait violé. Même s'il l'aurait tué, même s'il aurait truc. Moi, ça, je balaye. Parce que moi, ce qui compte, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Après, je suis peut-être pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait. Parce que, mais c'est normal, le frère, il est jeune. Il est jeune. C'est normal qu'il fasse des erreurs. Mais je surveille le frère. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il est encore prêt. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc moi, je l'encourage, il faut qu'il fasse des erreurs. Ça va le permettre à se rectifier, à changer d'entourage, à faire les bons choix. Mais moi, je suis avec le frère. Pourquoi tout le temps qu'il y a un gars, vous voulez le diaboliser? Ouais, il était ceci. Ouais, il était avec des blanches. Ouais, il avait violé. Ouais. Tout le temps. On s'en fout. Mais... Donc, vous l'avez entendu. On s'en fout. Et au début, vous l'avez entendu dire, même s'il aurait tué. Donc peut-être que quand on a des gens qui sont dans des mouvements, dans des organisations, ils peuvent ils peuvent escroquer, ils peuvent même tuer, je balaye. Voilà la triste réalité. Si
c'est ce qui est déclaré publiquement. Vous pouvez imaginer ce qui est dit en privé. Et en ce qui concerne Kwanzaa, la fête du V, et Karenga qui a torturé des femmes noires, qui a même enfermé sa propre compagne dans une cage. Il n'était pas un jeune homme qui se cherchait et qui était sous l'emprise des stupéfiants et de l'alcool. Non, il était non seulement membre, mais leader d'une organisation pour les Noirs quand il a commis ces actes odieux. Mais vous avez des pseudo-kémites qui vous parlent de Mahat et qui défendent cette escroquerie parce que, au-delà de la torture des femmes noires pour laquelle il est allé en prison, au-delà du V, une membre de son organisation a écrit un livre. Elle n'est pas anonyme, elle n'est pas non identifiée. Il y a ses photos et il y a son nom civil. Elle raconte quand il a tenté de la V. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il a tenté de la violer. Elle raconte ça dans son livre. Certains d'entre vous vont peut-être dire, mais c'est sa vie privée, hein, je ne juge pas l'homme, je juge l'œuvre. Hein. Kwanzaa, c'est une escroquerie, c'est un plagiat de la fête abrahamique, Hanouka. Ce n'est pas une célébration qu'il y avait en Afrique. C'est une escroquerie. Si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème.